Ok, alors je pense qu'on va pouvoir démarrer. Il est 18h35. Je vous remercie tous d'être présents et d'être présentes. J'ai l'impression, non, je crois que, voilà, moi je ne sais pas, il y a peut-être des garçons et des filles. Bonjour à tous et à toutes. Euh, Merci de vous être connectés cet après-midi. On va parler candidature en master, donc dans le cadre du salon de l'étudiant. Et en fait, moi, je m'appelle Leïla Zine. Je suis coach professionnel. J'accompagne les étudiants notamment dans la préparation de tout ce qui est entretien, que ce soit les entretiens pour des concours, pour des dossiers, préparer des dossiers aussi pour des masters notamment, ou en tout cas des candidatures. Mais aussi, je prépare les jeunes en général pour des entretiens de recrutement. Donc, pour le premier emploi, donc c'est assez important effectivement de voir qu'il y a cet intérêt-là de vouloir se préparer bien comme il faut pour avancer sereinement. Donc, je travaille avec Yapuka. Donc, Yapuka qui est une agence en fait qui met en contact les écoles et les coachs, mais aussi les étudiants avec les coachs. Voilà. Donc, on va parler aujourd'hui de la candidature au master. Donc, je suppose que si vous êtes connectés cet après-midi, c'est que vous allez candidater bientôt, en tout cas à un master. Donc, on va voir en fait ensemble un certain nombre de choses. Je vais essayer de balayer un certain nombre de choses assez classiques qu'on peut évoquer en fait dans le cadre d'une candidature à un master. Et puis, je vais essayer de vous amener voilà, des astuces, des conseils pour structurer en fait toute cette démarche. Et après, on aura aussi une session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter au fur et à mesure de la présentation. Et puis ensuite, on pourra en parler directement. On pourra justement aborder les différents thèmes, ou peut-être d'autres thèmes en fait que vous souhaiteriez aborder ensemble pour en discuter donc a posteriori. Et puis voilà, donc on va démarrer, on va y aller. Donc dans le programme, ce que j'ai prévu en fait de couvrir avec vous, c'est, on va dire, pas les 7, mais en l'occurrence les 7 grandes étapes en fait de cette présentation. Voilà, le fait de procéder, de respecter la procédure et le calendrier qui va vous être imposé par les écoles, les facultés. Comment soigner votre candidature, comment réussir votre CV, donc un certain nombre d'astuces pour ça. Comment marquer les esprits aussi, notamment à travers la lettre de motivation. C'est encore un élément important, la lettre de motivation du dossier de candidature. Également, dans un certain nombre de masters, peut-être pas tous, mais dans un grand nombre de masters, il y a des entretiens à l'oral qui sont effectués pour sélectionner les candidats. Donc, on va voir en l'occurrence quelles sont les choses qui peuvent être mises en place pour ça. Je vais aussi aborder un point bien particulier qui est comment parler de vos réalisations probantes. Donc, les réalisations probantes, ça va être les réalisations qui sont, on va dire, importantes et qui sont intéressantes à évoquer. Voilà. Et puis finalement, on va terminer sur les grands thèmes auxquels vous pourriez vous attendre justement par rapport à l'entretien oral que vous pourriez avoir, soit directement, mais dans les circonstances actuelles, ça risque d'être plutôt via un Zoom ou par téléphone, mais ça reste quand même un entretien à l'oral, même si à première vue, ça pourrait s'apparenter à une simple discussion. Voilà. Donc, par rapport à vos prochaines candidatures en master, déjà, je ne sais pas où vous en êtes les uns les autres, mais il y a certainement donc, un calendrier bien précis, une procédure bien précise qui a été certainement affichée, peut-être déjà par l'école ou la faculté, l'université que vous ciblez. Donc, c'est vraiment très, très important d'aller récupérer cette procédure-là, de vraiment vous rendre compte et de prendre conscience en fait de tout le calendrier qui est établi. S'il y a plusieurs étapes, il y a un calendrier. S'il y a une seule étape, il y a une seule échéance. Et puis aussi, aller prendre conscience aussi de tous les papiers dont vous allez avoir besoin.
Donc, les timings peuvent être assez serrés parfois. En tout cas, ça va arriver vite. Donc, là, on est déjà en mars. Donc, en l'occurrence, je vous invite à aller vraiment regarder aussi dans quel délai, si ce n'est pas encore fait, dans quel délai, en fait, ces informations vont être fournies et aussi par quels moyens. Est-ce que c'est simplement évoqué sur leur site Internet ou est-ce qu'il faut déjà avoir un accès pour candidater et récupérer ces informations-là? En tout cas, ce sera très important de respecter la procédure de l'école ou de l'université. Pourquoi je démarre par ça? C'est parce que finalement, la façon avec laquelle vous allez candidater, vous allez préparer et envoyer, et mettre à disposition votre dossier de candidature, va donner comment dire, une première impression de vous. Et il vaut mieux qu'elle soit bonne, cette impression, dans le sens où si votre dossier est incomplet, s'il arrive après le timing, d'ailleurs, s'il arrive après le timing, vous risquez de ne pas être pris du tout, vous risquez que votre dossier soit carrément mis de côté. Disons que ça pourrait faire mauvaise impression. L'idée, c'est vraiment de montrer déjà à travers votre manière de préparer votre dossier que vous êtes déjà quelqu'un de rigoureux. Il y a beaucoup de choses qui peuvent passer déjà, ne serait-ce que par la manière dont vous communiquez, la manière dont vous transmettez ce dossier de candidature. Donc voilà, bien respecter les délais impartis. C'est très important si vous voulez obtenir, en tout cas être sélectionné au master auquel vous voulez être accepté. Alors, dans le dossier, oui, souvent, il y a un certain nombre de documents à avoir. Ce sont beaucoup de documents administratifs ou des documents académiques, notamment des relevés de notes, des choses comme ça. Donc, pensez à bien scanner tout ça. En général, en ce moment, ça se passe, et depuis quelque temps, ça se passe de façon dématérialisée. Donc, gardez bien, même si vous postulez à plusieurs masters, gardez bien des dossiers bien propres. Et puis comme ça, vous pouvez, avec des fichiers qui sont bien comment dire, nommés pour que tout le monde s'y retrouve et vous, de votre côté, dans votre disque dur ou sur votre cloud, et aussi de l'autre côté quand ils vont recevoir ces informations-là. Si c'est par papier, pensez vraiment à avoir quelque chose de structuré et de bien organisé dans le sein de votre dossier. Les lettres de motivation sont souvent, en tout cas très, très souvent demandées également. On va faire un point dessus, la lettre de motivation tout à l'heure, mais pensez bien justement à la personnaliser, ça va être vraiment le point le plus important, mais pour ça, on va revenir dessus. On peut vous demander une photo, donc souvent, elle va être dans le CV, la photo, ou elle peut être demandée en plus. Pensez à bien faire une photo professionnelle, une photo qui soit de face ou de trois quarts, mais en tout cas, une photo où vous êtes habillé professionnellement, c'est-à-dire pas forcément avec quelque chose de dénudé, mais quelque chose de plutôt qui fait vêtements de travail, on va dire. Donc ça va être plutôt favorable, mais vous pouvez quand même sourire sur la photo. Donc souvent, certaines personnes confondent une photo professionnelle avec une photo où on est un peu trop sérieux, mais pas forcément. On peut bien sourire sur une photo professionnelle et c'est d'ailleurs très, très recommandé. Sinon, oui, par rapport à la photo, pensez à la faire sur un fond uni. Évitez d'aller détourer votre tête d'une photo de vacances où on pourrait deviner un décor derrière. Vraiment, faites-la exprès pour votre CV, cette photo. Demandez à quelqu'un de vous prendre en photo, peut-être devant un mur blanc, tout simplement, ou quelque chose d'uni, de neutre derrière vous. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et enfin, oui, les lettres de recommandation, elles peuvent vous être demandées. En tout cas, on peut vous proposer, dans le cadre d'une candidature à master, d'ajouter, si vous avez des recommandations, de les ajouter, des lettres de recommandation. En l'occurrence, par rapport aux lettres de recommandation, j'ai envie de vous dire, même si vous n'en avez pas et que vous avez des stages où ça s'est plutôt bien passé, donc avec votre encadreur ou avec les collègues, eh bien, n'hésitez pas en fait à leur demander une lettre de recommandation. Même si ce ne sont que quelques lignes ou qu'un paragraphe, c'est toujours intéressant d'avoir ce type de document rajouté
à son dossier. Mais c'est vrai qu'on peut être comment dire, mal à l'aise de revenir après quelques temps, taper à la porte pour faire une demande comme celle-là. Mais vraiment, n'hésitez pas. Et pourquoi je vous dis ça? Et j'insiste vraiment sur ce point-là, parce que les personnes, voilà, les professionnels qui accompagnent, qui encadrent en tout cas des stagiaires ou qui accompagnent des jeunes dans le cadre de leur formation en entreprise, eh bien, en fait, ils sont là pour aider. Ils sont là pour contribuer à la formation de la personne. Et si pour aider, ben, il suffit d'écrire, de se poser un quart d'heure pour écrire une lettre pour aider encore la personne, ben, je pense qu'ils le feront avec plaisir, surtout si ça s'est bien passé avec eux. Donc, vraiment, oser demander des lettres de recommandation. D'autant plus qu'elles pourront, enfin, pourraient les garder, hein, on pourrait les scanner ou en faire des photocopies et les garder même pour plus tard, pour d'autres dossiers ou pour l'avenir, on ne sait jamais. On pourrait les réutiliser et ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant et d'important et de différenciant aussi par rapport à d'autres candidats. Voilà. Donc, osez demander, revenir frapper aux portes de vos maîtres de stage, par exemple, pour leur demander des lettres de recommandation. Voilà. Voilà. Alors, un point important, en fait, dans le dossier de candidature, ça va être le CV. Alors, le CV, c'est vraiment quelque chose à considérer comme une carte d'identité professionnelle, en fait. Dans une carte d'identité, on retrouve des infos type nom, prénom, adresse, ainsi de suite. Donc, on va retrouver un certain nombre de ces infos-là administratives, on va dire, dans un CV, mais aussi des infos vraiment bien précises par rapport au background et par rapport à, bien sûr, qui on est, en fait. Le background, c'est l'expérience qu'on a eue. Et puis, qui on est, ce sont nos compétences et nos centres d'intérêt. Voilà, vraiment considérer le CV comme une carte d'identité. Et vraiment, il faut que ce soit un document qui vienne donner envie, en fait, qui vienne donner envie à la personne de vous rencontrer. Donc, vraiment, l'objectif principal d'un CV, c'est de provoquer l'entretien oral avec la personne qui va vous sélectionner, tout simplement. Et ça, c'est valable pour les masters, mais ce sera valable aussi plus tard quand vous serez en recherche d'emploi. Un CV, c'est pour générer un entretien, pas plus. Okay, et j'insiste sur le pas plus parce que vous allez voir après, en fait, quelque chose d'important aussi au niveau du CV, c'est que ça doit avoir une certaine taille. Donc, il y a des infos qui doivent vraiment apparaître sur le CV. Il faut vraiment qu'elles y soient. Et puis, il y a d'autres infos qu'on va garder pour la lettre de motivation. Et encore d'autres infos qu'on va garder pour l'entretien. Okay, donc, le CV, bien garder en tête que voilà, ça va être quelque chose d'assez structuré, mais d'assez consistant et délimité. Voilà, donc un CV, effectivement, c'est là pour vous vendre, en fait. Donc, l'objectif, voilà, donc c'est sans mentir, hein, bien sûr, parce que c'est toujours vraiment très risqué de mentir sur un CV, croyez-moi. Sans mentir, c'est quand même quelque chose qui doit venir vous mettre en valeur, ok? Et voilà, et donc là, on a vraiment les 3 points qui sont essentiels, en fait, pour un CV, dans le cadre de votre candidature pour le master. Donc, on va parcourir un petit peu tout ça et puis posez-vous la question, pendant que je vous parle, posez-vous la question de si votre CV, hein, je suppose que vous en avez un déjà prêt, s'il répond à ces critères-là et à ces recommandations-là. Donc, un CV doit être lisible, il doit être convaincant et il doit être unique. Alors, par lisible, on entend quelque chose, donc oui, pas forcément en termes de lisibilité et de la taille des lettres ou des caractères. Ce n'est pas de ça dont je parle. Par lisibilité, j'entends le fait que ce soit clair, en fait, qu'en le lisant rapidement, je puisse comprendre et placer la personne. Okay, il faut savoir qu'il risque d'y avoir une première lecture très, très rapide de votre CV. Okay, parce que quand donc les périodes de candidature vont être ouvertes, il va y avoir énormément de CV qui vont atterrir entre les mains des personnes qui vont sélectionner. Et au départ, ils ne vont pas faire des entretiens avec tout le monde. Donc, ils vont d'abord sélectionner un premier
nombre de personnes qu'ils vont derrière contacter. Et l'objectif, c'est d'être déjà avec une première lecture rapide, d'être dans le lot des personnes qui vont être contactées. Donc déjà, le CV doit pouvoir être lu, compris, avec une lecture extrêmement rapide, même peut-être de quelques secondes, d'une dizaine ou d'une trentaine de secondes, okay, pour être vraiment dans la bonne pile. Il faut qu'assez rapidement, la personne puisse se dire « Ah oui, celui-là, c'est OK, je comprends, c'est cohérent et c'est normal, je comprends pourquoi il vient postuler au master. » Et il doit pouvoir se dire aussi, comment dire, cette personne, oui, effectivement, ça va être intéressant que je regarde plus en profondeur son CV pour voir si je l'appelle ou pas. Donc, vraiment, les choses doivent être explicites. Si vous avez fait des stages précédemment, il faut vraiment que ce soit bien explicité. Vos formations, il faut vraiment comment dire, que l'intitulé de la formation puisse être compris par la personne. Voilà, ne chargez pas justement trop votre CV pour que les éléments les plus importants puissent être lisibles. Okay. Et encore une fois, ce qui est aussi assez important, c'est que le CV tienne sur une page. Okay. Donc, à votre niveau, vous verrez après, quand vous aurez 15 ou 20 ans d'expérience professionnelle, vous n'arriverez plus à caser sur une page, vous pourrez en rajouter bien sûr. Mais pour un CV, pour un dossier de candidature de master, en tout cas, il faut vraiment, vraiment que ça tienne sur une page. Alors, pour être convaincant, donc pour être dans la pile des personnes qui vont être rappelées par les personnes qui sélectionnent, il faut vraiment que votre CV il soit convaincant. Il faut vraiment qu'on puisse voir tous vos points forts. Okay. Et parmi les points forts, je vais revenir dessus, hein, on va retraiter les choses un peu plus dans le détail, il faut qu'on puisse voir des résultats. Si vous avez des stages, finalement, il faudrait qu'on puisse voir votre contribution lors de ce stage. À quoi vous avez contribué dans la mission de l'entreprise ou dans la mission de l'association dans laquelle vous avez travaillé. Donc, c'est vraiment important de verbaliser ça et de le montrer. OK. Il n'y aura pas que ça. Hein. Je vais revenir dans le détail. Il faut vraiment qu'il donne envie, hein, que ce soit un teaser, mais tout en restant sobre dans la présentation. D'accord. Tout à l'heure, j'avais parlé de ne pas CV, donc c'est très important, mais c'est aussi bien de se mettre en valeur tout en restant sobre. Par sobriété, là, à ce stade, sobriété dans la présentation, j'entends vraiment se réfréner et se retenir quant à son envie, hein, si vous l'avez, d'aller mettre beaucoup de logos. On voit assez souvent ça, en fait, sur les CV des étudiants. C'est énormément de logos d'entreprises, d'associations, ou même des logos de Excel, Word, PowerPoint. Donc là, vraiment, je vous invite à aller regarder un petit peu, à aller à la chasse de ce type de logo-là, d'autant plus que vous n'avez pas forcément l'autorisation de les placer sur votre CV, ces logos. Donc vraiment, voilà, sachez qu'ils risquent de brouiller la lisibilité et la lecture de votre CV. Donc ça peut apporter plus de tort que de bénéfices. Et puis, donc, le troisième point, donc, c'est votre CV doit être unique. Et là, en l'occurrence, il doit vraiment bien vous représenter, vous. Okay. Supposons qu'il y ait une personne qui ait fait le même parcours que vous, dans le même parcours de formation et peut-être même avoir eu les mêmes expériences que vous. Comme vous serez nombreux, vous risquez d'être plusieurs à avoir le même background. Donc, il faut vraiment que vous puissiez vous démarquer au niveau de votre CV des autres personnes, même si elles ont la même formation et même si elles ont les mêmes expériences professionnelles. Et ça va être, comment dire, facile à faire, en tout cas le moyen de le faire, ça va être vraiment quand vous allez parler de vos réalisations les plus importantes. Okay. Je vais rentrer dans le détail de la construction du CV, mais là, pourquoi je dis ça, c'est que vraiment, il va falloir trouver les choses à mettre en avant pour vous sortir un petit peu du lot, pour que vous puissiez vous démarquer dans le contenu de vos expériences, par exemple, aller chercher la mission ou la tâche à laquelle vous avez contribué qui va vous démarquer. Et si elle ne vous démarque pas, si vous pensez en tout cas qu'elle ne vous démarque pas, ça va être aussi, comment dire,
les mots que vous allez choisir pour aller appuyer sur certaines choses, en fait. Les centres d'intérêt aussi, ça peut être vraiment intéressant. Mais encore une fois, au niveau des centres d'intérêt, ce qu'il faudra vraiment envisager et vraiment prévoir, plutôt que d'avoir une ligne, en fait, où vous allez comment dire, énumérer comme une liste en fait de centres d'intérêt type cinéma, voyage, sport. Euh, c'est pas très impactant en fait, c'est pas très, ça ne vous rend pas unique. Si vous écrivez juste la même ligne, en fait, juste une ligne, c'est-à-dire en quantité, vous citez une seule chose et que cette chose-là, vous la détaillez, ben là, ce sera d'autant plus impactant. Par exemple, donc, au lieu d'écrire en hobby ou centre d'intérêt ou activité extra-universitaire, voyage, sport, cinéma, lecture, mettez plutôt, par exemple, peut-être que vous pratiquez, je ne sais pas moi, du théâtre. Vous pouvez écrire théâtre, X années de pratique et participation à des spectacles 3 fois ou 4 fois. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, vous prenez quelque chose, la chose la plus importante, et vous allez la préciser, la détailler. Et là, je peux vous dire que il n'y en aura pas beaucoup des personnes qui auront détaillé la même chose que vous. Et les uns des autres, vous allez pouvoir vous différencier. Donc, bien sûr, il faut que ce soit le reflet de la réalité. Hein. Ça rejoint un petit peu ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport au fait d'être vraiment, euh, comment dire, pas mentir sur le CV. Vraiment, je reviens dessus. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que ben, même si c'est sur un détail qui peut vous paraître pas important, si la personne prend ce détail-là juste pour, après, à l'oral, enchaîner sur une discussion, ça risque de coincer et ça risque de sentir, en fait, qu'il y a quelque chose de peut-être pas complètement vrai dans l'histoire que vous allez raconter. Et puis enfin, oui, il faut vraiment vous sentir fier de votre CV une fois qu'il sera fait. Il faut vraiment qu'il vous représente et que vous soyez content de l'envoyer et d'en parler et de le remettre. Et tant que vous ne vous sentez pas fier de votre CV, eh bien, écoutez, c'est qu'il y a quelque chose à retravailler et à affiner. Et là, vraiment, je vais insister sur un point bien particulier, qui est que en cours d'études, on n'a pas forcément fait plein de stages, on n'a pas forcément beaucoup d'expérience professionnelle, on peut avoir fait des jobs, mais qui ne sont pas forcément connectés avec nos études. Et en fait, tout ça, c'est pas grave, il y a toujours des choses à tirer de ces expériences-là. Tout est une question de présentation et de mise en avant. Euh, comment dire, même si vous pensez avoir moins d'expérience que quelqu'un d'autre, moi, je vous invite à aller faire un pas de côté et à vous dire, OK, j'ai moins d'expérience, de toute façon, c'est factuel, c'est comme ça, c'est fait. Peut-être qu'en quantité, vous avez moins d'expérience, mais peut-être qu'en qualité, vous allez pouvoir utiliser des mots bien particuliers ou présenter en fait les expériences que vous avez d'une façon bien particulière qui vous permettra de vous différencier, tout simplement. Voilà. Oui, donc je reviens sur les éléments sur lesquels j'ai insisté tout à l'heure. Donc, le sujet, le CV, ça ne doit pas contenir la totalité de votre exhaustif dans le sens, il contient tout, vraiment la totalité de ce que vous êtes, de qui vous êtes et de vos expériences. Voilà, il ne faut pas être bavard dans le CV. Ce n'est pas un catalogue d'informations et ça ne doit pas être un exercice impersonnel. Par là, en fait, l'idée, ce serait de donner un petit peu de vous, de parler un petit peu de votre personne. Et ça se fait à travers donc, la partie des centres d'intérêt que j'ai évoqué tout à l'heure, les hobbies, les centres d'intérêt, les loisirs. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ça peut être aussi un encart, donc un encadré bien particulier, où vous allez évoquer vos compétences. Okay, donc, généralement, un CV, ça va être chronologique, la formation, les expériences professionnelles. Et sur un côté, vous pouvez évoquer vos compétences techniques, mais aussi vos compétences personnelles. Par exemple, des compétences en communication, en facilité de communication, de présentation. Je ne sais pas quelles sont les compétences que vous pourriez mettre en avant.
en termes de soft skills, en fait, les compétences personnelles, et qui livreront aussi un petit peu de vous. Et ça, c'est plutôt intéressant. Parce qu'il faut savoir aussi que la personne qui sélectionne de l'autre côté, elle a envie déjà de commencer à connaître qui va faire partie de son groupe d'étudiants pendant toute une année. Voilà, donc sur un CV aussi, mettez bien en avant, donc au départ, ce que vous recherchez, votre projet et en fait, le fait que vous recherchez ce master-là. Donc, bien sûr, pour chaque master, mettez bien en avant un bon intitulé en fait à votre CV pour dire que vous candidatez au master Intel, le nom du master, pour la rentrée de l'année 2021-2022. Et puis, soyez vraiment clair aussi par rapport à un objectif bien particulier. Dans l'objectif de, voilà, essayez vraiment sur les 2 lignes du titre, donnez déjà à la personne ce que vous comptez faire de votre CV, okay, de votre master. Voilà, donc les compétences clés, on en a parlé. Donc, est-ce que vous avez sous le chapeau, justement, en plus de votre formation et en plus de votre expérience professionnelle, ça peut être vraiment un encart particulier. Vous allez parler de vos compétences. Vous pouvez être quelqu'un qui a des compétences techniques, par exemple en marketing digital, en management de produits, en psychologie du sport. Je sais pas, je prends des exemples un petit peu différents. Et vous pouvez aussi avoir des compétences personnelles. Donc, bien sûr, on doit pouvoir voir toute votre formation et vos diplômes et surtout ceux qui ont un lien avec le master, ceux qui font que vous pouvez candidater aussi à un master, puisqu'il y a aussi forcément des niveaux qui sont des prérequis qui sont exigés. Ne chargez pas trop si vous avez beaucoup de certifications à part qui sont liées à des activités de loisirs. N'embrouillez pas en fait le fil conducteur de votre formation dans la partie formation avec des choses qui sont liées à des loisirs. Okay, placez-les, ces choses-là, dans la partie plutôt centre d'intérêt. Ça vous permet justement d'apporter du contenu à un loisir bien spécifique qui va vous permettre de vous démarquer des autres personnes. Donc voilà, la boucle est bouclée. Je reviens sur l'histoire des centres d'intérêt. Vos expériences, vos stages, vos jobs, tout est bon à prendre à partir du moment où c'est bien présenté. Et là, je vais vous apporter quelques infos, en tout cas quelques conseils pour présenter votre expérience professionnelle ou votre stage de manière impactante et sans que ce soit trop chargé. Alors, ce n'est pas écrit ici, donc l'idéal, c'est vraiment d'écrire votre intitulé de poste de façon claire et précise. Il faut qu'on puisse comprendre en fait tout de suite de quoi il s'agit. Parfois, les intitulés de poste ne sont pas explicites. Ils sont liés à un jargon dans une entreprise ou dans une structure en particulier. Si vous pensez que votre intitulé de poste officiel, celui que vous avez occupé, ne va pas forcément être compris du commun des mortels, vous êtes vraiment autorisé à le changer pour qu'il soit compris. Okay, s'il suffit de changer un mot, faites-le. L'essentiel, c'est qu'on vous comprenne, okay, pas forcément de coller strictement à la réalité de l'intitulé du poste que vous avez occupé. Donc, pour les expériences, je reviens. Donc, on met l'intitulé du poste. En dessous, il faudrait que vous puissiez définir, donc sur une ligne maximum, la mission à laquelle vous avez contribué. Par exemple, vous pouvez écrire lancement d'une gamme de produits dans dans tel secteur qui est lié à votre intitulé de poste. Donc, vous n'avez pas forcément fait toutes les activités liées à ce lancement de gamme. Okay, par contre, c'est dans le cadre de cette mission-là que vous avez réalisé un certain nombre de tâches qui vont venir après. Okay, donc, avoir comme ça une mission bien précise, lancement, quelque chose de vraiment général, lancement d'une gamme de produits, va permettre de structurer, commencer à rentrer en entonnoir dans votre expérience professionnelle.
Et ça permet en fait de dire, bon, ben voilà aussi, je suis capable de prendre du recul et je suis capable de dire dans quel cadre, dans quelle mission je suis venue contribuer. Okay. Donc, mon intitulé, ma mission, et à l'intérieur, je mets les 2 ou 3 tâches que j'ai faites, en fait, que j'ai réalisées. Par exemple, lancement d'une gamme de produits, alors j'ai fait un plan marketing, un plan plus opérationnel et puis des actions de marketing digital, par exemple, tout simple. OK, donc j'ai 3 tâches. Et à la fin, on vient apporter un résultat. OK. Si vous avez fait une expérience courte, parfois on n'a pas le temps de voir le résultat de nos actions. OK. Mais par contre, sachez que le résultat que vous inscrirez donc, au niveau de votre expérience professionnelle peut être un résultat qualitatif, pas forcément quantitatif. Donc, le résultat peut être élaboration et mise à disposition d'un plan marketing et élaboration d'un plan opérationnel. On comprend que vous avez réalisé des choses en amont, vous les avez laissées et que vous avez dû partir entre-temps. Okay. Donc, c'est toutes ces choses-là avec lesquelles voilà, on peut jouer en fait pour mettre en avant une expérience professionnelle et l'embellir à sa juste valeur. Okay. Alors oui, après, effectivement, donc, vous utiliserez bien sûr au niveau des tâches et de la mission les choses auxquelles vous avez vraiment contribué. Il ne s'agit pas dans votre CV de parler de choses que vous avez vues sans forcément contribuer, sans participer. Également, si vous avez des réalisations particulières qui ne sont pas liées au monde professionnel, qui peuvent être liées à un loisir, à une activité, qui peuvent être liées aussi à une action humanitaire ou une action dans une association. Là, effectivement, il faudrait pouvoir voir comment présenter cette histoire-là. En fait, vous allez raconter une histoire et d'une façon ou d'une autre, vous ferez un pont et un lien avec la suite et le master que vous voulez réaliser. Par exemple, si vous avez une expérience dans une association qui n'a rien à voir avec le secteur pour lequel vous vous préparez justement dans le monde professionnel, vous pouvez voir comment cette activité, si vous avez travaillé sur des choses, par exemple, elle peut vous avoir permis de développer une soft skill, une compétence personnelle. Okay. Et là, ce sera intéressant justement de le marquer. Encore une fois, une histoire vaudra la peine d'être racontée. Une expérience vaudra la peine d'être mise sur le CV si derrière vous pouvez en tirer quelque chose. Okay. Un résultat professionnel ou un résultat lié au développement d'une compétence. Voilà. Et donc, bien sûr, les centres d'intérêt et les hobbies, je ne vais pas revenir dessus. Donc, j'ai détaillé ça tout à l'heure. C'est voilà, le fait d'être concis et plus détaillé que d'énumérer des hobbies et des centres d'intérêt, un peu comme dans une liste. Par rapport à votre CV, je vais passer un certain nombre de questions sur cette slide-là et je vous invite à vous poser les mêmes questions pour savoir si votre CV rentre un peu dans les clous et si vous pensez qu'avec votre CV tel qu'il est à aujourd'hui, justement, vous pouvez avancer en fait. Alors, est-ce que vous avez pensé aux messages clés en fait que vous souhaitez faire passer à travers votre CV? Si oui, est-ce qu'on peut les deviner, ces messages? Voilà, est-ce qu'ils sont décodés en 15-20 secondes? Okay. Là, on parle vraiment du fait qu'au départ, votre CV va être lu très rapidement et ensuite probablement un peu plus longuement. Qu'est-ce qui va intéresser mon interlocuteur bien particulièrement? Sur quoi je voudrais que l'entretien oral porte? Plus vous parlerez de quelque chose dans votre CV, plus vous augmenterez les chances que ces choses-là soient évoquées dans le cadre de l'entretien oral. Est-ce que je suis capable d'étayer tous les points? Bien sûr, n'allez pas évoquer quelque chose avec lequel vous n'êtes pas sûr de pouvoir justement développer, que vous n'êtes pas sûr dont vous n'êtes pas sûr de pouvoir parler derrière. Évoquez sur votre CV des choses pour lesquelles vous êtes prêt justement et vous avez vraiment toutes les informations pour pouvoir derrière en parler à l'oral.
Est-ce que je suis fière du résultat? Donc, je reviens un petit peu à la question de tout à l'heure. Donc, c'est important que vous vous sentiez fier du résultat. Et sinon, bah, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas et c'est peut-être juste une question de formulation et de mise en avant et de mise en valeur de vos expériences. Alors, après le CV, on va passer à la lettre de motivation. Donc, très, très souvent, on a besoin d'une lettre de motivation. Je vais aller assez rapidement puisque le temps file. Donc, par rapport à la lettre de motivation, donc c'est quelque chose qui est fortement recommandé et d'ailleurs le plus souvent demandé et exigé dans un dossier de candidature. L'essentiel ici, ça va être de donner du sens. Ok. Par donner du sens, en fait, j'entends, il faut que la personne qui va lire votre lettre de motivation puisse se dire, OK, je comprends pourquoi cette personne-là veut faire ce master-là. Si je ne comprends pas pourquoi cette personne-là veut faire ce master-là, il y a quelque chose qui coince, c'est que c'est peut-être pas clair dans sa tête, je vais mettre de côté et je vais voir les autres avant. OK? Donc, il ne faut pas qu'elle soit compliquée, la lettre de motivation, il faut qu'elle soit claire. Il faut surtout qu'elle parle alors de vous, OK? De ce que vous avez fait. Comment dire, pardon, il faut qu'elle parle de vous dans le sens, elle parle de l'école, c'est ça, et du master. Donc, montrez bien que vous savez à quoi vous candidatez, vous savez où vous mettez les pieds. Il faut qu'elle parle de vous en personne, donc la personne qui rédige la lettre de motivation, parlez de votre formation, mais parlez-en en fait en faisant le pont et le lien avec la suite logique qui va être ce master-là. D'accord? Bien sûr, tous les éléments évoqués ici, la personnalité, les expériences professionnelles, les projets extrascolaires, extra-universitaires. Donc, l'idée, c'est de parler des choses qui ont un lien avec la suite. OK? Et puis, de parler de le nous, ça va être entre vous et eux, entre vous et l'équipe pédagogique du master. Comment vous pouvez contribuer, en quoi ce sera intéressant pour eux de vous avoir, vous, dans le groupe des étudiants de l'année prochaine. Bien sûr, hein, une lettre de motivation, il ne faut pas qu'elle soit trop longue. On est vraiment sur une page. Il faut que ce soit aéré. Hein, un document assez aéré, faites des paragraphes. Et oui, 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 attention, faute d'orthographe. Faites-la relire. Prenez l'avis des personnes de votre entourage. Et puis, restez classique aussi dans la façon dont vous parlez. Éventuellement, si vous pensez que c'est possible, vous pouvez être un peu plus original, mais globalement, ça reste quand même un exercice. On va parler de façon assez classique. OK. Et donc, du coup, et je vous le souhaite à tous, avec votre CV, votre lettre de motivation, de décrocher des entretiens à l'oral. Et là, effectivement, très, très souvent à l'oral, vous allez devoir vous présenter, en fait. Vous allez probablement avoir à pitcher. Et donc, pour pitcher, parler de vous, préparez-vous à le faire, vraiment. Préparez-vous à pitcher rapidement, en 2 minutes. Préparez-vous bah déjà, sachez à qui vous avez affaire, qui est la personne qui vous reçoit, donc votre audience, on va dire. Quels sont les messages clés et l'objectif en fait de ce pitch, bon, ce sera d'être accepté, d'être sélectionné pour le master, mais du coup, à travers quels messages? Quels sont les messages importants? Comment? Donc, il y a plusieurs façons de faire. Là, en l'occurrence, j'imagine que vous allez être vu via visioconférence. Pensez à votre dress code, pensez à si c'est un rendez-vous plutôt formel ou informel pour mettre un peu le ton qu'il faut. Et puis, voilà, donc l'objectif, c'est d'être présélectionné. Alors là, vous pouvez, si vous voulez vraiment bien vous préparer à vous présenter, vous avez ici les 5 étapes et les 5 composantes d'un pitch. Donc, bien penser à faire une belle introduction, parler de vous et en 2-3 points clés que la personne vous resitue. Donc, je suis étudiant en telle chose et je suis ici pour postuler pour tel master. La conclusion aussi, très important, vraiment de rappeler votre motivation. Je vais revenir après dans le contenu et de dire, bon, bah alors, à partir de maintenant, comment ça se passe? Quelles sont les autres étapes? Donc, vraiment, soignez bien l'intro et la conclusion. Et à l'intérieur, moi, je vous invite à parler de ces 3 parties-là, vos points forts, votre motivation et pourquoi vous, votre adéquation par rapport à ce master-là et pourquoi, en fait, il est cohérent, ce master-là,
dans le cadre de votre formation et dans le cadre de aussi vos ambitions professionnelles. Voilà, donc introduction, point fort, motivation, la cohérence, le sens. Et puis, je conclus avec un call to action. OK, alors, qu'est-ce qui se passe après? Comment on avance? Voilà, donc pour un pitch réussi, il faut rester sur quelque chose de court. N'allez pas raconter tout dans le détail de votre parcours. Si la personne a besoin, elle vous posera des questions. OK? Mettez bien en valeur votre profil, soignez l'intro et la conclusion. Et mettez-y vraiment de l'énergie, de la motivation pour que des choses aussi un peu de l'ordre personnel et de la personnalité puissent aussi transparaître. Alors, je vais passer à la partie, vous savez, tout à l'heure, je vous avais dit, il va falloir aussi parler de vos réalisations probantes. Ce sont les réalisations importantes. Que vous les ayez faites dans le cadre d'une expérience professionnelle ou dans le cadre d'une expérience plus associative ou extra-universitaire. En fait, la méthode STAR est une façon de structurer la présentation d'une expérience, quelle qu'elle soit. Alors, par STAR, on entend situation, tâche, action et résultat. OK? Donc, je reviens sur la situation. Donc, OK, ça s'est passé dans tel contexte-là. J'avais pour telle tâche de faire telle et telle et telle chose. Parlez avec le je, OK? Évitez les on. Prenez pour vous ce que vous avez fait. Rendez à César ce qui lui appartient. Donc, rendez-vous à vous ce que vous avez réellement fait, OK? Donc, au niveau des actions, dites exactement ce que vous avez réalisé, OK? Et puis ensuite, dites, ben voilà à quoi j'ai abouti. Voilà ce que j'ai laissé dans l'entreprise, dans l'association, OK? Donc, situation, tâche, action et résultat. À chaque fois, que ce soit à l'oral, à chaque fois que vous allez avoir besoin de parler d'une expérience, je vous invite vraiment à utiliser cette structure. OK? Et puis voilà les thèmes en particulier qui peuvent être évoqués au moment de l'oral. Donc, votre parcours académique, votre formation, votre motivation. Préparez-vous à ça. Vous serez vraiment interrogé sur votre motivation et la logique aussi dans votre parcours et par rapport à votre projet professionnel. Où est-ce que vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans? Préparez-vous à cette question. Ça va être vraiment important. Vos expériences en lien avec le projet, vos centres d'intérêt, vos hobbies, vos forces, vos talents, vos qualités, vos défauts. Et puis, préparez aussi une conclusion pour insister. Vous vous souvenez, on l'avait fait, insister vraiment sur votre motivation. Et puis, demander comment la suite va pouvoir se passer. Donc, ça, c'est pour l'entretien oral. Voilà, vraiment, là, je vais prendre vos questions. Il nous reste quelques minutes pour prendre les questions. Je vous souhaite vraiment à tous et à toutes bon courage. S'il y en a quelques-uns qui risquent de nous quitter avant les questions, bon courage et vraiment tous mes voeux de réussite pour obtenir vos masters. Je voulais juste faire une petite aparté assez rapide pour Yapika. Yapika, c'est un spécialiste de l'entretien oral. Donc, en fait, chez Yapika, on coach en fait des étudiants, des jeunes pour se démarquer, pour se préparer à l'entretien à distance. En ce moment, c'est comme ça que ça fonctionne du coup, pour obtenir des bonnes notes aussi à l'oral du bac. Donc, ça ne vous concerne plus. Et puis de faire la différence, voilà, pour obtenir un stage, une alternance ou un premier emploi. Et puis, voilà, il y a plein de bonnes raisons de choisir Yapika. À date, il y a 1700 jeunes qui ont été formés, des écoles qui sont partenaires. On est en tout 170 coachs. Puis, il y a aussi des méthodes assez innovantes, en fait, chez Yapika. Et puis, voilà, et puis effectivement, on peut coacher en français, en anglais et dans d'autres langues. Voilà, écoutez, je vais vous demander, si vous le souhaitez, ceux qui veulent poser des questions, qui profitent là des quelques minutes qui restent pour me poser les questions que vous avez par rapport à ce que soit quelque chose que j'ai abordé, soit une autre question que peut-être justement je n'ai pas eu l'occasion d'aborder cet après-midi. Vous pouvez prendre la parole directement.
Ok, je vois que Léa n'a pas de questions. Merci à vous. Euh, N'hésitez pas, hein, vraiment, profitez-en. Il reste quelques minutes si vous avez besoin que j'éclaircisse peut-être un point qui a été évoqué ou que je revienne sur un point en particulier. Ou, voilà, n'hésitez pas. Peut-être que quelque chose aussi est important pour vous cet après-midi à savoir et que j'ai pas forcément évoqué. Merci à vous, Clémence. Rokaya, est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, de désactiver le son de votre ordinateur? Merci. Merci Lauriane, merci Clémence. Ok, bon. Parfait. Alors, s'il n'y a pas de questions, Désolée, bonjour. oui, 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 j'avais une question. En fait, oui. je ne sais pas si c'est une question très intelligente parce que je ne connais pas trop e-candidat. Et en fait, je dois postuler apparemment pour des masters là-dessus. Je voulais savoir si, par exemple, les recruteurs pouvaient vérifier la cohérence du projet professionnel en regardant les différentes formations auxquelles on a postulé sur e-candidat. Alors, je ne connais pas e-candidat, mais ça, c'est peut-être... alors, je ne vais pas pouvoir vous aider. Je ne vais pas pouvoir vous aider, Oriane. Je ne connais pas. Je connais pas. D'accord. Ouais. Peut-être que c'est quelque chose que vous pourriez demander justement ou demander. Vous savez, au niveau de votre master, souvent, il y a il y a l'équipe pédagogique, il y a souvent une assistante de cette équipe pédagogique-là. Peut-être que quelqu'un à ce niveau-là peut vous aider. Juste D'accord. poser la question de façon comme ça générale. Et je pense que si c'est le cas, ils doivent le savoir. D'accord, ok. Ouais. Et sinon, j'avais juste une autre petite question, enfin, parce que du coup, je dois candidater à une école, mais qui laisse que quelques lignes pour donner notre motivation. Du coup, vous Oui, conseilleriez de faire comment, en fait, de faire oui. votre structure, mais plus court, du coup? Laquelle des structures? La star, en Ah fait, oui, c'est la vraiment pour structure. détailler une expérience en particulier. Ok, c'est D'accord. pour ça vient aider à structurer une expérience professionnelle ou une expérience dans une association. Là, si vous avez que quelques lignes, elle est vraiment dans le dur. Elle est vraiment dans donner du sens. Ma motivation, elle vient du fait que il y a ça qui me plaît personnellement. D'ailleurs, je vous montre que ça me plaît. J'ai entamé mes études, elles portent sur ça. Et voilà comment je me projette dans 5 ans, dans 10 ans. Et c'est pour ça que je suis motivée pour ce master, parce que c'est la pièce qui me manque pour faire le lien entre le passé et le futur que je veux faire. Ce master, c'est la pièce qui manque entre ma formation et mes ambitions professionnelles. Et commencez et voyez combien de places vous avez et rentrer directement dans le vif du sujet alors à ce moment-là. Je ne sais pas du coup D'accord. combien de places, de caractères vous avez, mais effectivement, s'il vous limite, il vaut mieux aller droit dans le cœur du sujet, la motivation, ouais. Et ce que D'accord. vous allez en Ok. faire en fait de ce master. Ouais. Ok. En fait, oui, c'est juste pas vraiment un master, en fait, c'est plus une réorientation que je fais du coup, parce D'accord. que du coup, j'ai fait un master là en chimie,
Et ce serait plus dans la propriété intellectuelle, par exemple. Donc, je me demandais si, du coup, ça peut. Du coup, je parle plus de mes ambitions plutôt que de mon passé dans ce cas-là. Oui, en fait, ça vient s'inscrire dans une reconversion, en fait. Oui, c'est ça. Ça vient s'inscrire dans une reconversion professionnelle et vous voulez atterrir quelque part. Vous voulez faire quelque chose de ça. Parler de ça. Et peut-être que dans le cadre de cette reconversion, vous avez déjà entamé des choses. Peut-être vous avez fait une première formation, vous êtes renseigné sur des choses, vous avez fait un stage, non? Je me suis renseignée, mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de faire de stage parce qu'il faut être déjà qualifié, en fait. D'accord, ok. Bon, bah alors très bien. Bah, vous expliquez les choses et puis vous montrez que vous avez besoin de ça pour construire la suite, en fait. Donc, c'est pour ça que vous êtes très, très, très motivé. Euh, Peut-être aussi quelque chose, vous pourriez, si vous avez de la place, hein, vous pourriez aussi mettre en avant peut-être des soft skills, en fait, des qualités personnelles qui correspondent à cette nouvelle orientation. Des choses que vous avez déjà et que vous savez qu'elles vont vous servir dans votre nouvelle orientation professionnelle, dans votre nouveau projet. Vous pouvez compléter avec ça si vous avez encore de l'espace. D'accord. Merci beaucoup. Ah, je vous en prie. Ok, super. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre avait une autre question comme ça que vous... Oui, moi, j'ai une question. Oui, J'ai une question à vous poser. oui, J'ai fait une pause dans mes études. oui. Par exemple, j'avais ma licence en 2015-2016. Oui. Et je voudrais écrire une lettre de motivation sur Parcoursup. Je voudrais savoir, est-ce que je pourrais dire, par exemple, je pourrais énumérer la cause de ma... Par exemple, ce qui m'a, ce qui m'a, la raison qui m'a poussé à faire une pause sur mes études. D'accord. Ok. Je pourrais énumérer sur la lettre ou bien sur la lettre de... Euh, Là, vous voulez un conseil de ma part? Je pense qu'il faut vraiment insister, encore une fois, sur ce que vous allez faire. Vraiment, projetez-vous dans l'avenir. Euh, Dire que vous avez fait une pause, ça dépend. Ça dépend. Il faudrait qu'on puisse échanger plus longuement, mais euh, éventuellement l'évoquer, mais de façon courte et parler surtout de la projection vers le futur. Pourquoi vous reprenez les études? C'est dans quelle intention? Le but, c'est vous allez en faire quoi? C'est surtout ça qui va les intéresser. OK? D'accord. Mais si vous sentez que euh, ça passerait, que ce serait plus fluide d'apporter. Mais de toute façon, ça va se voir en fait. J'ai envie de dire sur votre CV, s'il y a eu vraiment une pause et qu'il n'y a rien depuis 2016 et que là, il y a une volonté de reprise, ça va se comprendre. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas forcément utile de l'écrire. OK? Et si vous pensez que vraiment, ce sera à vous de juger, hein. Si vous pensez qu'il faut l'écrire, faites très court. Une phrase, voilà, c'est pour des raisons personnelles, j'ai dû faire une pause dans mes études entre 2016 et 2021. Aujourd'hui, voilà, je reprends mes études dans le but euh, de terminer mes études pour tel projet professionnel et ainsi de suite. Et là, vous développez, là, vous détaillez. D'accord, merci. Je vous remercie. Ok, parfait. Alors, est-ce qu'il y avait une autre question, peut-être Chloé, Rokaya, Oriane, qui a plus, n'êtes plus que trois. Ben, je vous remercie en tout cas pour les commentaires et pour votre retour, pour vos questions. Donc, je vais clôturer la séance, couper le Zoom. Ben, merci beaucoup. Et Romane, je te dis ben, à bientôt. Euh, Merci à tous et à